Alors, donc, on va commencer à l'heure, finir à l'heure. Donc, voilà. Donc, tout a commencé il y a 2 ans, comme je disais, donc sous la bienveillance du professeur Antoine, toujours calme. Non, monsieur, quand même, toujours. Voilà, avec Antoine Thor comme méthodologiste et donc moi comme coordinatrice. Et c'est vrai qu'en période Covid, je vous cache pas, ça n'a pas été toujours marrant. Mais finalement, on y arrivait. Merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu. Juste en introduction, parce que si vous n'êtes pas familiarisé avec la méthodologie PICO pour les recommandations du collège, vous allez trouver ça bizarre. Parce qu'avant, les recos, c'était on fait une revue de la littérature et puis on fait des conclusions. Et ça dépendait un peu des experts qui étaient autour de la table. Et maintenant, en fait, depuis 3 ans, le conseil scientifique du collège a émis des recommandations pour faire des recommandations. Voilà. Et c'est les fameuses techniques, par les questions PICO. L'idée étant, en fait, de poser des questions précises, de faire des réponses précises, en se fondant uniquement sur la littérature. Donc, tous les groupes de travail ont fait une revue de la littérature depuis 2010 pour essayer de mettre à jour certaines thématiques. Alors, tout est dans cet article pour ceux que ça intéresse. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la question PICO, c'est qu'on va cibler une population, en l'occurrence la femme infertile ou l'homme infertile, l'intervention que l'on va vouloir étudier, par exemple test postcoïtal ou pas de test postcoïtal, suspense, comparaison, ça donc pas de test postcoïtal par exemple, et outcome, c'est les taux de naissance vivante quand on pouvait. Voilà, donc à partir de ces questions, une revue de la littérature a été réalisée. Il y a maintenant des exigences très strictes de la part du conseil scientifique pour essayer de répondre le plus scientifiquement possible aux questions. Merci aux experts, donc des groupes de travaux qui se sont fait l'analyse systématique de la littérature et qui ont coté chaque article pour ensuite savoir si l'article est de niveau de preuve très bas, bas, modéré ou élevé. Et à partir des niveaux de preuve des articles, ont émis des recommandations faibles, fortes ou pas de recommandations lorsqu'on n'a pas de preuves. Donc, tout le monde va se plier à l'exercice MAPICO en 180 secondes. Alors, c'est un exercice qui se fait beaucoup dans les universités pour présenter les doctorats d'université, où les étudiants qui ont passé 3 ans de thèse, en fait, doivent résumer leurs 3 ans de travaux de thèse en 180 secondes. Donc, challenge à mes groupes de travail. Il y a 28 thématiques. Si on arrive à faire 180 secondes par PICO, il y aura de la place pour quelques questions. Voilà. Ça va être frustrant parce que vous allez avoir plein d'autres questions, vous allez vouloir débattre. L'idée aussi, c'est peut-être ensuite saucissonner ces recommandations, de faire des ateliers en région, de retravailler certains aspects. Enfin, je sais que, je remercie sincèrement certains groupes de travail non gynécologues qui sont venus, des infectiologues, des radiologues qui ont travaillé dessus. Et on a envie d'aller plus loin et j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin et de travailler un peu plus certaines thématiques. Donc, 4 parties. Le bilan de première intention de la femme infertile qu'on va co-modérer avec Geoffroy Robin, que je présente, qui est maître de conférence à Lille, en gynécologie médicale. Et donc, Ayman Lalami, qui a donc travaillé avec Joël Belaïch-Chalard et Christine Decanter, de nous présenter sa PICO 1, qui va changer quand même quelques petites choses dans notre pratique. Alors, je vais faire un truc pas sympa, je vais mettre le minuteur. D'accord. Comme pour les autres, 3 minutes, c'est la cuisson d'un œuf à la coque. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Iman Alami. C'est un plaisir de commencer la présentation des RPC pour la prise en charge initiale du couple infertile. Donc la question à laquelle je vais répondre, c'est quel est le délai optimal pour débuter les explorations d'une femme en fonction de son âge, pour augmenter les chances de naissance vivante chez un couple infertile qui n'a pas d'antécédent particulier orientant vers une pathologie du système reproductif. Donc, nous avons fait une analyse systématique de la littérature. Initialement, il y avait plus de 550 articles qui étaient éligibles sur PubMed. Ensuite, nous avons exclu plus de 530 articles car ils n'étaient pas pertinents ou étaient des revues de la littérature. Ainsi, 19 articles ont été inclus dans 2 études de simulation mathématique, 8 études rétrospectives et 9 études prospectives. Donc, quels sont les résultats ? Donc, concernant la réserve ovarienne, nous savons qu'il y a un stock de follicules primordiaux qui est constitué pendant la vie fœtale et qui ne cesse de diminuer jusqu'à la ménopause par atrésie ou par entrée en croissance.
Cependant, il y a une accélération de la diminution de la réserve ovarienne avec une diminution du nombre de follicules en croissance à partir de 36 ans. De plus, il y a une augmentation du taux d'aneuploïdie embryonnaire qui est estimé à plus de 40% après 36 ans dans la littérature. Ensuite, qu'en est-il de la fertilité spontanée ? Il y a peu d'études qui ont étudié la fertilité spontanée, cependant c'était des études prospectives qui incluaient de nombreux cas. Et ce qui en est ressorti, c'est que pour les femmes âgées de plus de 35 ans, la fertilité diminuait et ça avait pour conséquence une diminution des taux cumulés de grossesse spontanée. Et ainsi, on peut voir, la flèche est mal placée, à partir de la tranche d'âge 34-36 ans, il y a une diminution des taux cumulés de grossesse à 6 mois et 12 mois. Ensuite, concernant la prise en charge en assistance médicale à la procréation, en FIDICSI, plus le taux de l'âge maternel augmente, plus le taux de grossesse et de naissance après transfert d'embryon diminue, et ce, même si on augmente le nombre de cycles de FIV. Ici, on peut voir qu'à partir de la tranche d'âge 35-37 ans, il y a une diminution des taux cumulés de naissance, même si on augmente le nombre de cycles de FIV. Donc pour conclure, en l'absence d'antécédents particuliers orientant vers une pathologie du système reproductif, il est recommandé d'explorer les couples dont les femmes sont âgées de moins de 35 ans après 12 mois d'infertilité et pour les femmes âgées de plus de 35 ans après 6 mois d'infertilité. La qualité de preuve est basse, mais la recommandation est forte. Merci pour votre écoute. Alors, merci et bravo. Je pense qu'il va y avoir des réactions. Donc, le message principal, c'est que 35 ans devient un âge seuil. Donc, on garde après 35 ans, ne pas faire perdre de temps aux femmes. Donc, il est licite d'en faire un premier bilan d'infertilité et d'orienter vers un médecin de la reproduction. Alors, bon, après, ce qui n'est pas étudié, je pense que c'est en effet peut-être le surcoût qui va être de prendre en charge les femmes qui vont être fertiles spontanément. Est-ce que vous avez 30 secondes? Allez, on va dire 1 minute pour... Est-ce qu'il y a une question, une réaction? Sinon, à la fin de la session... Enfin... Là-bas. Oui. Quid des plus de 40 ans, c'est au bout de 6 mois... Ouais. Plus de 6 mois, en fait, l'idée de ne pas faire perdre de temps, le groupe de travail, si vous voulez intervenir, l'idée étant de ne pas faire perdre de temps aux femmes qui en ont besoin. Et parce moi j'ai de plus en plus de patientes qui me demandent un bilan d'infertilité avant même essai de grossesse, d'inquiétude. J'avoue que souvent je le fais parce que j'ai l'impression de plus les perturber à le refuser. Mais 6 mois d'essai, ça me semble pas après, le problème des bilans avant d'avoir essayé, c'est que je trouve ça personnellement, on l'a pas étudié. Alors c'est là qui est frustrant dans les PICO, c'est qu'on n'a pas étudié l'intérêt de faire des bilans de fertilité avant d'avoir essayé. Moi, ça me semble un peu... 40 ans, 6 mois d'essai, le temps d'un rendez-vous gynéco, le temps de faire les bilans, le temps de revoir la patiente, début de la FIV, fonction des délais du centre, on peut être facile déjà à 41. Ces recos s'adressent aux prise en charge de première intention, donc aux gynécologues, gynécologues médicaux, gynécologues obstétriciens, pas forcément qui font de la reproduction. Nous ne sommes pas FIVistes, nous sommes médecins de la reproduction, Geoffroy. Et les sages-femmes, le but étant en effet que le bilan soit fait pour orienter rapidement, et vous avez vu, la reco, c'est vers un médecin de la reproduction. C'est éviter le bricolage, comme on peut voir, le bricolage à 40 ans, c'est-à-dire 6 mois d'essai, le bilan, et on oriente. Voilà. Alors, place au docteur Robin sur le test postcoïtal. Tu lances le chrono. Je vais te lancer le chrono. C'est parti. Donc, notre groupe était chargé de s'intéresser à l'intérêt du test postcoïtal dans la prise en charge de l'infertilité du couple. On avait voulu prendre comme outcome au départ les naissances vivantes, mais il n'y avait vraiment quasiment pas d'études. Donc on a repris ce qui avait déjà été dit en 2010 sur le fait qu'effectivement, a priori, il n'y avait pas besoin de prescrire systématiquement un test postcoïtal dans le bilan initial d'une infertilité en raison des problèmes de reproductibilité, de variabilité, des contraintes organisationnelles de ce test et du fait que ça ne modifie quasiment pas ou peu la stratégie de prise en charge. Du coup, on a refait une analyse dans la littérature en faisant tout simplement postcoital test et infertility depuis 2010. Et on a retrouvé 263 articles, mais qui en réalité parlaient beaucoup de contraception. En fait, le test postcoital semble être intéressant pour évaluer certains contraceptifs. Et donc, quand on reprend finalement tous les articles, il n'y en avait que 4 qui avaient pu être inclus pour l'analyse.
3 études prospectives et une étude rétrospective. Les 3 études prospectives non randomisées retrouvent l'absence de valeur prédictive acceptable de ce test en termes de taux de grossesse ou d'accouchement, que ce soit en spontané ou après insémination. Et en revanche, il y avait une étude, mais rétrospective, sur un nombre de couples qui était quand même important, 2476, et qui retrouvait que lorsque le test postcoïtal était positif, c'était corrélé positivement aux chances de grossesse spontanée à 3 ans. L'énorme problème, c'est que c'était une étude rétrospective pour laquelle il n'y a pas eu d'analyse multivariée, avec probablement un certain nombre de biais qui n'ont pas pu être éliminés. Et en reprenant un petit peu la balance, on a convenu que finalement, compte tenu de son caractère contraignant, de sa faible reproductibilité et de sa faible valeur prédictive pour les chances de grossesse, la réalisation d'un test postcoïtal n'est pas recommandée dans le bilan initial du couple infertile. C'est une qualité de preuve modérée avec une recommandation forte. Et par ailleurs, il n'y a pas de données dans la littérature qui permettent aujourd'hui de recommander la réalisation d'un test postcoïtal dans le cadre du monitorage d'un traitement inducteur de l'ovulation, y compris par citrate de clomifène. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de le faire, mais c'est en tout cas, il n'y a pas de données pour pouvoir recommander ce test. Merci Geoffroy. Je pense qu'on peut applaudir cette avancée scientifique majeure. Une question, une réaction sur le test postcoïtal? Bon, RIP, le test postcoïtal. Donc c'est le docteur Hélène Creux de Montpellier qui va représenter le groupe de travail sur l'AMH. Voilà. Donc l'intitulé, alors je vais traiter les picots 3 et 4 de manière simultanée. L'intitulé, en fait, c'était surtout de voir quel était l'intérêt du dosage de l'AMH pour prédire donc les naissances vivantes. Le groupe de travail donc était constitué du docteur Maëlys Peigné, du docteur Charlotte Sonigo, du docteur Valérie Bernard, moi-même, et de Laura Dijols. Donc au niveau de l'analyse de la littérature, nous sommes partis de 767 articles. Et finalement, donc, nous n'avons retenu que 61 articles, tout kit de dosage d'AMH confondu, donc aussi bien manuel que automatisé. La PICO 3, elle, donc, ne traitait que des femmes en âge de procréer hors AMP. Donc nous nous sommes demandé si, chez cette population, le dosage systématique de l'AMH avait un intérêt pour prédire les chances de grossesse spontanée et de naissance vivante. Sur les 61 articles retenus, donc finalement, seuls 3 portaient donc sur les chances de naissance vivante hors AMP chez des femmes infertiles en dehors d'un contexte particulier. Mais il s'agissait d'études de faibles effectifs avec un niveau de preuve médiocre, des biais de sélection au niveau de ces articles parce que les populations étaient déjà présélectionnées. De nombreuses patientes avaient une baisse de la réserve ovarienne, des antécédents de chirurgie ovarienne, des antécédents de fausse couche. Et dans ces articles, uniquement des kits de dosage manuels avaient été utilisés. Donc finalement, de ces articles, les conclusions étaient que chez les femmes de moins de 35 ans, en dehors d'une AMP, les taux cumulés de naissance vivante donc sur 18 mois n'étaient pas différents dans le groupe AMH normal versus AMH faible, et qu'aucun paramètre hormonal a priori dans cette population n'était un bon marqueur prédictif de naissance vivante à long terme. Donc de cette étude de la littérature, nous avons déterminé donc une recommandation. Recommandation forte mais avec une qualité de preuve faible, qui est donc que chez la femme en âge de procréer, en dehors d'une prise en charge en AMP, il n'est pas recommandé de réaliser un dosage d'AMH sérique pour prédire les chances de naissance vivante. La PICO 4, elle, s'est intéressée aux femmes infertiles prises en charge en AMP. Et donc on s'est posé la même question de savoir si, dans cette population-là, le dosage de l'AMH avait un intérêt pour prédire les chances de naissance vivante. Nous avons sélectionné uniquement les études qui avaient utilisé un kit automatisé pour le dosage de l'AMH, ce qui ne correspondait qu'à 6 articles, 5 en FIV et un seul en insémination. Donc en insémination, du fait qu'on n'avait qu'un seul article, nous n'avons pas pu établir de recommandation. Et donc finalement, nous avons conclu que chez la femme infertile, les données de la littérature ne permettaient pas d'émettre de recommandations quant à l'intérêt du dosage de l'AMH pour prédire les chances de naissance vivante en cas d'insémination. En FIVIXI, donc 5 articles ont été retenus.
Dans 4 études, il a été retrouvé une association entre les taux d'AMH sérique et les taux cumulés de naissances vivantes en FIV. On entend par taux cumulé de naissances vivantes en FIV les naissances vivantes après transfert frais et ou transfert d'embryons congelés de tous les embryons qui ont été obtenus sur un cycle de FIV. En revanche, lorsqu'on a essayé de voir s'il y avait une association entre le dosage d'AMH sérique et les chances de grossesse après un transfert frais, là, nous n'avons retrouvé qu'une seule étude avec un petit effectif, une étude rétrospective qui ne retrouvait pas de différence mais qui était insuffisante en termes de niveau de preuve pour pouvoir conclure. Ainsi, donc, nous avons déterminé la recommandation suivante, qui est que le dosage de l'AMH sérique est probablement recommandé pour estimer les taux cumulés de naissances vivantes en FIVIXI, mais qui n'existe pas dans la littérature de valeur seuil d'AMH, car celui-ci dépend de l'âge de la patiente. Et les experts ont néanmoins insisté donc, pour rappeler que l'AMH sérique est à l'heure actuelle reconnu comme un bon facteur prédictif de la réponse à la stimulation ovarienne pour FIV et du nombre d'ovocytes obtenus. Il s'agit d'une recommandation faible avec une qualité de preuve faible également. Je vous remercie. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de nouveautés. Et je pense que le message principal, c'est de ne pas doser l'AMH en dehors du contexte de l'infertilité de l'AMP. Tu es d'accord ? Exactement. Parce que là, depuis que c'est remboursé, on assiste un petit peu à des tentations de doser l'AMH systématiquement chez les femmes pour leur prédire un potentiel de fertilité. Mais bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ça. Oui, non, que bon, en tout cas, c'est vrai que ce qui nous a étonnés en faisant cette revue de la littérature, c'est que finalement, il y a quand même très peu d'articles avec un bon niveau de preuve. Et voilà, oui, effectivement, le message principal, comme le dit Blandine, c'est de ne pas doser l'AMH en dehors d'un contexte de prise en charge en AMP. Et justement, ma question, c'est concernant les patientes qui souhaitent faire une préservation de la fertilité ou qui se posent la question, justement. C'est quand même très tentant de leur faire une AMH puisqu'elles sont éligibles si jamais il y a une réserve qui est diminuée. Comment ne pas doser l'AMH chez ces patientes ? En théorie, on n'est pas dans l'indication. À partir du moment où il va y avoir une stimulation ovarienne, on arrive dans l'AMP. En fait, ce qu'il faut éviter, de doser. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est une dérive. C'est qu'on va doser l'AMH et puis sur des AMH un peu faibles, on va finalement poser une indication de préservation de fertilité. Mais en théorie, on ne devrait pas le faire, sauf si après, il y a effectivement des antécédents familiaux de ménopause précoce ou des cycles courts, Donc on devrait leur demander de choisir si elles veulent faire une préservation et si elles le souhaitent à ce moment-là faire l'AMH. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Je pense que ce qui sera intéressant d'étudier aussi, c'est les conséquences anxiogènes de nos pratiques d'AMH. Enfin, c'est un autre sujet, mais vous avez tout à fait raison. Et maintenant, place à l'équipe du CHU de Strasbourg, donc représentée par Justine Ries sur la place du CFA. Voilà, donc bonjour à tous. Avant tout, je voulais remercier du coup le professeur Courbière et le comité d'organisation de nous avoir sollicité pour ce travail. Et donc, je vais vous présenter les résultats. D'accord. Très près. De notre travail effectué avec mes collègues, du coup, le docteur Cor et le docteur Pirello, pour notre question intitulée « Chez la femme infertile, est-ce que le compte échographique des follicules en trop a un intérêt par rapport à l'AMH pour prédire les chances de naissance vivante en aide médicale à la procréation et en grossesse spontanée ?» Donc en effet, le CFA et l'AMH sont les deux principaux marqueurs de la réserve ovarienne qui sont employés en FIV, et donc c'est la question de leur potentiel de prédiction de naissance vivante qui était ici posée. Donc pour cela, nous avons réalisé une revue de la littérature au sein de 2 bases de données, Embase et PubMed. 38 articles ont été évalués pour inclusion et au total, 24 articles ont été retenus pour l'analyse. En termes de résultats, en aide médicale à la procréation en population générale, on avait une méta-analyse qui avait évalué la valeur ajoutée des 2 marqueurs aux caractéristiques des femmes et notamment leur âge dans la prédiction des taux de grossesse en FIV. Et seul l'âge était retrouvé comme facteur prédictif des chances de grossesse, sans intérêt à l'ajout du CFA ou de l'AMH.
Au sein des 9 autres études restantes, 3 se distinguaient par le fait qu'elles avaient évalué les taux cumulés de naissances vivantes après le TEF et l'ensemble des tags de l'ensemble des embryons obtenus au cours de la tentative et retrouvé des résultats discordants avec des marqueurs qui n'étaient pas prédictifs des chances de naissance vivante. Un qui évoquait une supériorité de l'apport de l'AMH à des modèles de prédiction de naissance vivante en FIV. 5 études qui avaient évalué les taux cumulés de naissance vivante, mais après un seul TEC, donc qui posait la question de la généralisation de leurs résultats, qui avaient toutes retrouvé que les 2 marqueurs étaient prédictifs, mais les 2 marqueurs n'avaient pas forcément été comparés, et lorsqu'ils l'avaient été, les résultats étaient ici également discordants, avec tantôt une égalité des deux ou une supériorité de l'un ou de l'autre. Chez les femmes de plus de 40 ans, 2 études retrouvées, des résultats qui étaient également discordants. Une étude qui concluait à une supériorité de l'AMH par rapport au CFA en termes de prédiction des grossesses et une supériorité du CFA par rapport à l'AMH en termes de prédiction des naissances vivantes, donc qui posait la question de l'intérêt de ces résultats, et une étude qui avait conclu à la supériorité d'un protocole de stimulation basé sur l'AMH en comparaison au CFA. Chez les mauvaises répondeuses, 2 études basées sur les critères de Bologne qui avaient conclu au fait que les 2 marqueurs n'étaient pas très prédicteurs des chances de naissance vivante, et une étude rétrospective basée sur la classification de Poséidon qui avait inclus des femmes des groupes 3 et 4, donc avec un CFA et une AMH basse, qui concluait au fait que le CFA était corrélé au taux de grossesse et à l'AMH corrélé au taux de naissance vivante. Et donc l'intérêt d'un tel résultat se pose, et quels que soient les marqueurs, les critères de mauvaise réponse qui étaient employés, l'âge était quand même le meilleur marqueur prédictif des chances de naissance en AMP. En grossesse spontanée, une seule étude rétrospective avait été retrouvée et concluait au fait que le CFA était significativement plus bas dans un groupe de femmes infertiles défini par une absence de grossesse après 12 mois en comparaison à un groupe contrôle de femmes fertiles. Pour autant, l'impact de ce CFA sur les taux de naissance vivante n'avait pas été évalué, et aucune étude n'a étudié l'intérêt du CFA par rapport à l'AMH pour prédire les chances de naissance vivante. Donc au total, on a des résultats discordants, des études qui ont un faible niveau de preuve, auxquelles se surajoute la diversité des populations étudiées, l'hétérogénéité de mesures du CFA et de l'AMH en fonction des études, la diversité des protocoles de stimulation et l'adaptation des gausses de gonadotrophie initiale ou de marqueurs de la réserve ovarienne qui sont trop de biais pour conclure de manière fiable à la question posée. Et donc, à vue de ces données, nous avons conclu que les données de la littérature ne permettaient pas d'émettre de recommandations quant à l'intérêt du CFA par rapport à l'AMH pour prédire les chances de grossesse spontanée et de naissance vivante chez la femme infertile. Et que les données de la littérature ne permettaient pas non plus d'émettre de recommandations quant à la supériorité du CFA par rapport à l'AMH pour prédire les chances de naissance vivante en cas d'aide médicale à la procréation, avec une recommandation faible, avec une qualité de niveau de preuve faible. Voilà. Merci de votre attention. Alors, en fait, c'est une absence de recommandation qui est une recommandation. C'est-à-dire que parfois, on voit des femmes qui ont 4 ou 5 échographies successives de CFA. En gros, ça ne sert à rien. Ouais, voilà. C'est un peu ce qu'il en ressort, ouais. Voilà. Donc maintenant que l'AMH est automatisée, en fait, c'est pas dit comme ça, mais il y a une supériorité finalement de l'AMH sur le CFA. Sûrement. À bon entendeur, salut. Merci. Merci beaucoup. Je te laisse introduire Pierre. Donc ensuite, nous allons écouter le professeur Pierre-Emmanuel Bouet d'Angers, qui est gynécologue obstétricien au CHU d'Angers et médecin de la reproduction, et qui va parler plutôt imagerie. Bonjour à tous, donc je vais essayer de tenir en 180 secondes pour le bilan d'imagerie de première intention chez la femme infertile. Et la question qu'on s'est posée, c'est chez une femme infertile, quelles explorations de l'utérus ont un intérêt pour indiquer une prise en charge chirurgicale visant à améliorer la fertilité. Alors la première question était, chez une femme infertile, l'échographie 3D a-t-elle un intérêt diagnostique pour indiquer une prise en charge chirurgicale visant à améliorer la fertilité ? Pour la recherche de malformations utérines, il faut savoir que l'échographie 3D a une sensibilité et une spécificité proche de 100%. Le principal avantage de l'échographie 3D, c'est de permettre la coupe coronale qu'on voit en bas à droite, avec une bonne délimitation des contours externes de l'utérus.
Il y a une concordance de 96 à 100% selon les études entre l'échographie 3D et l'hystéroscopie célioscopie qui est faite chez une même patiente. Donc globalement, pour les malformations utérines, l'échographie 3D est très intéressante. Et pour la recherche de pathologies intracavitaires, la précision diagnostique et de l'échographie 3D est moindre que l'hystéroscopie ou l'hystérosonographie 3D. La possibilité de coupler l'échographie 3D à une hystérosonographie permet donc d'augmenter sa performance diagnostique dans la recherche de pathologies intracavitaires. Nos conclusions ont été que dans le bilan de la femme infertile, une échographie 3D est recommandée en première intention pour le diagnostic des malformations utérines et pour le dépistage des pathologies endocavitaires, d'autant plus qu'elle est facile d'accès, non invasive, rapide et peu coûteuse, et qu'avec les nouvelles techniques, en 2 minutes, c'est fait, à peine. La PICO 6.2. Chez une femme infertile, l'hystérosalpingographie a-t-elle un intérêt diagnostique pour indiquer une prise en charge chirurgicale visant à améliorer les taux de naissance vivantes? Pour la recherche de malformations utérine, l'hystérographie est moins précise que l'échographie 3D ou que l'hystérosonographie. Pour la recherche de pathologies intracavitaires, l'hystérographie est moins performante que l'hystéroscopie. Donc, dans le bilan de première intention de la femme infertile, une hystérographie n'est pas recommandée pour la seule évaluation de la cavité utérine. On n'est pas dans le chapitre des trompes. La PICO 6.3. Chez une femme infertile, l'hystérosonographie a-t-elle un intérêt diagnostique en première intention pour indiquer une prise en charge chirurgicale visant à améliorer les taux de naissance vivantes? Pour la recherche de malformations utérines, étant donné, comme je viens de le présenter, que l'échographie 3D a une sensibilité et une spécificité proche de 100%, il n'y a pas d'intérêt à y associer une hystérosonographie lorsque vos clichés d'échographie 3D sont de bonne qualité. Pour la recherche de pathologies intracavitaires, l'échographie 3D a une sensibilité acceptable à 90%, mais elle est moindre que celle de l'hystérosonographie qui est de 98%. L'hystérosonographie permet donc d'augmenter la performance diagnostique. Cependant, étant donné que la spécificité de l'échographie 3D est proche de 100%, il n'y a pas d'intérêt à réaliser une hystérosonographie complémentaire lorsque votre échographie 3D est normale. Donc chez une femme infertile, lorsque l'échographie utérine 3 dimensions est normale, il n'est pas recommandé de réaliser en première intention une hystérosonographie complémentaire pour l'évaluation de la cavité utérine. La PICO 6.4 sur l'IRM pelvienne a-t-elle un intérêt en première intention pour explorer l'utérus pour indiquer une prise en charge chirurgicale visant à améliorer les taux de naissance vivantes? Pour la recherche de malformations utérines, encore une fois, la sensibilité et la spécificité sont proches de l'échographie, donc 3D, donc pas besoin. Pour la recherche de pathologies intracavitaires, l'IRM pelvienne peut être indiquée dans la cartographie des fibromes, notamment en préopératoire. Mais en tout cas, dans le bilan d'une femme infertile, on conclut qu'une IRM pelvienne n'est pas recommandée en première intention pour explorer l'utérus. Enfin, la PICO 6.5, chez une femme infertile, l'hystéroscopie a-t-elle un intérêt en première intention pour explorer la cavité utérine en vue d'une prise en charge chirurgicale pour améliorer les taux de naissance vivante? Pour la recherche de malformations utérines, on en a déjà parlé, concordance de 96 à 100% entre échographie 3D, hystéroscopie, célioscopie, donc pas d'intérêt. Pour la recherche de pathologies intracavitaires, l'hystéroscopie et l'hystérosonographie semblent avoir une précision diagnostique, une sensibilité et une spécificité comparables. L'un ou l'autre de ces examens peut donc être proposé en deuxième intention lorsque votre échographie utérine 2D, 3D suspecte une anomalie intracavitaire, mais uniquement en cas d'échographie pelvienne anormale. Et donc chez une femme infertile, il n'est pas recommandé de réaliser une hystéroscopie diagnostique en première intention pour l'évaluation de la cavité utérine lorsque votre écho 3D est normal. Et enfin, est-ce qu'il faut faire une hystéroscopie avant FIV? Les taux de grossesse en FIV ne sont pas augmentés lorsqu'une hystéroscopie a été réalisée au préalable chez une femme ayant une cavité utérine normale à l'échographie. Et hystéroscopie après échec d'implantation répétée en FIV, la réalisation d'une hystéroscopie avant un nouveau transfert d'embryon n'améliore pas les chances de grossesse ultérieures. Ces deux recommandations sont basées sur des études qui ont été publiées dans le Lancet, études randomisées récentes. Donc chez une femme infertile, il n'est pas recommandé de réaliser une hystéroscopie diagnostique avant FIV ou après échec d'implantation embryonnaire répétée pour augmenter les taux de naissance vivantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, le message, si on couple la 5 et 6, c'est une échographie 3D bien faite avec un CFA. Point. C'est du changement, hein? C'est du changement. Voilà. Merci beaucoup pour ce travail, Pierre-Emmanuel. Oui. Joël. Question, l'endométrite. Alors, je sais que c'est un vaste sujet. Elle n'est visible que par l'hystéroscopie. Même pas. Les critères hystéroscopiques de l'endométrite sont beaucoup remis en question. Finalement, c'est la biopsie qui fait foi avec notamment l'analyse immunohistochimique. Donc finalement, dans les échecs d'implantation répétés, on a tendance effectivement à proposer quand même des hystéroscopies, mais ce n'est pas prouvé qu'il y a un intérêt. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
notamment associé à une biopsie d'endomètre pour recherche d'endométrite chronique, je le fais, mais... Merci C'est un autre beaucoup, sujet. Emmanuel. On va rappeler du coup Hélène pour nous parler de l'évaluation de la perméabilité tubaire dans le bilan initial du couple infertile. Oui, donc nous avons travaillé avec le professeur Jean-Luc Pouilly et Marine Lebré, interne à Rouen, sur cette question. Donc la revue systématique de la littérature a retrouvé 320 articles sur lesquels donc, nous avons sélectionné que 25 articles, 3 méta-analyses, 4 RCT et 18 études rétrospectives. Et en fait, nous nous sommes posé 2 questions concernant ces techniques d'exploration tubaire. La première était de savoir si une technique d'exploration tubaire augmenter les chances de naissance vivante. Donc très peu de données de la littérature sur cette thématique. Nous avons sélectionné la Cochrane Database parue en 2020 de Wang qui comparait hystérosalpingographie avec produit de contraste à queue, hystérosalpingographie avec produit de contraste huileux versus aucune intervention et qui incluait simplement 3 études avec de faibles effectifs. Cette méta-analyse concluait à une possible augmentation des taux de naissance vivante après hystérosalpingographie avec produit de contraste huileux de type lipiodol, mais on le rappelle qu'ils n'ont pas l'AMM actuellement en France dans cette indication. En revanche, pas d'augmentation des taux de naissance vivante après hystérosalpingographie avec produit de contraste à queue. Concernant une possible amélioration des taux de naissance vivante après icosie, hyphosie ou célioscopie épreuve au bleu, les données de la littérature actuellement sont insuffisantes pour pouvoir conclure. Concernant donc la deuxième question, est-ce qu'une technique d'exploration tubaire est supérieure à une autre pour prédire la perméabilité tubaire? Donc là, beaucoup d'articles dans la littérature. Nous avons retenu l'étude de Moll parue en 1999 qui comparait l'hystérosalpingographie avec la célioscopie épreuve au bleu et qui retrouvait un taux de concordance modéré à 0,42, qui concluait donc que la célioscopie épreuve au bleu était plus prédictive que l'hystérosalpingographie, mais que l'hystérosalpingographie restait un très bon examen de première intention si elle s'avérait normale ou en cas d'obstruction tubaire proximale. Ensuite, concernant donc la technique hyphosie qui est apparue en 2011 environ, donc une technique d'écho-contraste tubaire, plusieurs articles donc l'ont comparé à l'hystérosalpingographie. Dreyer en 2014 concluait que l'hyphosie était aussi efficace que l'hystérosalpingographie pour prédire la perméabilité tubaire. Ludwig en 2017 rapportait un taux de concordance de 93% entre hyphosie et célioscopie épreuve au bleu, alors que Van Veli dans une étude très récente, la parue en février 2022, The FOAM Study, ne retrouvait que 93% de concordance entre hyphosie et hystérosalpingographie et concluait que l'hyphosie serait moins concluante et un peu moins souvent normale que l'hystérosalpingographie, mais par contre aurait l'avantage net d'une amélioration du confort des patients. Ainsi, donc, suite à cette revue systématique de la littérature, nous avons déterminé donc 4 recommandations. La première étant donc que pour explorer la perméabilité tubaire d'une femme infertile, il est recommandé de réaliser une hystérosalpingographie en première intention, en l'absence bien sûr d'antécédents qui pourraient faire suspecter une pathologie tubaire ou pelvienne qui, elle, donc serait plutôt une indication à réaliser une célioscopie épreuve au bleu en première intention. Donc il s'agit d'une recommandation forte avec une qualité de preuve basse. Deuxième recommandation, chez la femme infertile, l'hyphosie est recommandée en alternative à l'hystérosalpingographie pour explorer la perméabilité tubaire en l'absence toujours d'antécédents qui pourraient faire suspecter une pathologie tubaire ou pelvienne. Recommandation forte, qualité de preuve modérée. En revanche, donc, les experts ont tenu à rappeler qu'à l'heure de l'écriture des RPC, l'hyphosie est un examen qui n'est pas encore disponible sur l'ensemble du territoire français, avec un produit de contraste qui n'est pour l'instant pas remboursé par la Sécurité sociale française. Troisième recommandation, donc il est recommandé de discuter une célioscopie avec épreuve au bleu si une pathologie tubaire distale est détectée à l'hystérosalpingographie ou à l'hyphosie, en l'absence d'anomalies spermatiques qui pourraient indiquer une FIV d'emblée. Recommandation forte, qualité de preuve modérée. Et enfin, une recommandation faible avec une qualité de preuve basse. Il n'est probablement pas recommandé de réaliser une hystérosalpingographie avec produit de contraste à queue,
une hyphosie ou une célioscopie avec épreuve au bleu, dans le but de réaliser un flushing tubaire pour augmenter les chances de grossesse spontanée et de naissance vivante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. Alors, c'est la fin du mythe, ça m'a fait du mal aussi, la fin du mythe du flushing tubaire. Eh oui. Voilà. Et en 2010, il était écrit, si je me souviens bien, qu'une hystérographie augmentait par 3 les chances de grossesse spontanée. Est-ce que tu avais retrouvé cette notion ? On ne l'a pas retrouvé en tout cas avec des produits de contraste à queue. Donc après, c'est vrai qu'avec les produits de contraste huileux, le doute persiste, mais de toute façon, on ne peut pas l'utiliser en France. Donc, voilà. Donc pas de flushing tubaire français. Merci beaucoup. Merci. Une question, un commentaire ? Donc l'hystérographie a toujours sa place 12 ans après. Alors je suis ravie de vous présenter un groupe de travail qui ne sont pas gynécologues, ce sont donc des infectiologues. Et on les a fait travailler sur la place de la sérologie chlamydia trachomatis pour le couple infertile. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre investissement qui a été vraiment très important. Merci beaucoup. Bonjour, donc Emmanuel et moi avons été en charge de l'étude de la place de la sérologie chlamydia trachomatis dans la prise en charge du couple infertile. Et notre travail a fait l'objet d'une relecture par le docteur Olivia Peuchamp du CNR des IST à Bordeaux. Donc, j'ai étudié chez la femme infertile, est-ce que la réalisation d'une sérologie chlamydia trachomatis a une valeur prédictive sur la perméabilité tubaire. Donc 69 articles sélectionnés sur PubMed, 23 retenus in fine, une méta-analyse, 22 études observationnelles. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà différentes techniques dans la littérature, l'ELISA, la microimmunofluorescence, l'immunofluorescence indirecte. Et quand on regarde pour les IgG anti-chlamydia trachomatis, la valeur prédictive négative au global a une médiane de 88% et la VPP une médiane de 29%. Si maintenant on s'intéresse particulièrement à la technique la plus spécifique et la plus reproductible, qui est celle qui cible les IgG de protéines externes de membrane de chlamydia trachomatis et que l'on associe éventuellement à des heat shock protéines, qui sont des protéines de stress produites par chlamydia trachomatis, notamment lors du phénomène inflammatoire. Et si on regarde pour une prévalence qui est celle qui est proche de celle qu'on peut retrouver dans une population française, c'est-à-dire celle des pays à haut revenu, et bien là, la technique retrouve une médiane de valeur prédictive positive de 52,5% et une VPN de seulement 86%. Donc, d'autre part, on voyait qu'il y avait des biais dans les populations contrôle. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette VPN est trop faible et qu'il n'existe pas de données dans la littérature sur la performance de la sérologie chlamydia trachomatis associée à d'autres examens pour évaluer l'atteinte tubaire. Donc, en tout, dans le bilan de première intention de la femme infertile, il est recommandé de tenir compte du fait qu'une sérologie chlamydia trachomatis négative n'a pas à elle seule une VPN suffisante pour exclure une pathologie tubaire d'origine infectieuse. Donc c'est une qualité de preuve très basse avec une recommandation faible. Alors bonjour à toutes et tous. Donc on va passer maintenant à la deuxième question qui s'intitulait « Chez une femme infertile ayant des trompes perméables, est-ce qu'une sérologie chlamydia trachomatis positive diminue les chances de naissance vivante ?» La recherche bibliographique n'a réussi à retenir que 2 articles, puisque dans la plupart des articles qui ont été évalués, le critère de trompe perméable n'était pas renseigné. Alors ces 2 articles ont montré une diminution des chances de conception, mais non des chances de naissance vivante, avec un niveau de preuve très bas. Ce niveau de preuve très bas était dû à plusieurs points. Tout d'abord, les populations étudiées étaient assez variables. Certes, c'était principalement des femmes avec une infertilité inexpliquée, mais étaient aussi inclus des femmes avec un syndrome des ovaires polykystiques et, pour une étude, 1 à 2 trompes perméables. Certaines aussi avaient bénéficié d'un traitement médicamenteux avec stimulation ovarienne. Et pour tout ce qui est analyse sérologique, les kits étudiés n'étaient pas forcément disponibles dans les laboratoires en routine, mais une étude se basait sur un kit qui était à visée de recherche. Enfin, les analyses statistiques étaient peu robustes. Une étude mettait en évidence des facteurs confondants et une autre était obligée de faire un raccourcissement de la période d'étude par rapport à celle qui était initialement prévue.
Donc au vu de ce niveau de preuve qui était assez bas, il n'a pas donc été possible de faire de recommandations. Et il a été conclu que chez une femme infertile ayant des trompes perméables, il n'existe pas assez de données dans la littérature pour conclure qu'une sérologie chlamydia trachomatis positive est associée à une diminution des taux de grossesse en grossesse spontanée ou après stimulation variable. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ça a été une des picots qui avait prêté beaucoup à discussion, parce que nous, en tant que gynécologue, on aurait envie de prendre... que le sérologiste devienne presque un test diagnostique. Et grâce à votre lecture, finalement, de biologiste, on se rend compte qu'il n'y a pas... on peut pas en faire grand-chose, finalement. En fait, en biologie, pour qu'un test soit... Je ne sais pas si vous entendez, là. Parlez bien devant. D'accord. Donc en biologie, ce qu'on aime, c'est avoir un test avec une valeur prédictive négative au-delà de 95% pour pouvoir exclure ou affirmer une hypothèse. Et là, vous voyez qu'on est avec des VPN qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir dire que la sérologie chlamydia trachomatis à elle seule permet d'exclure une atteinte tubaire. Donc je crois qu'il faut être très prudent sur la prescription et surtout sur l'utilisation qu'on va faire du résultat. Voilà. Et malheureusement, pas d'études qui associent hystérographie et sérologie chlamydia. Et d'ailleurs, ces recos nous ont permis de voir quand même le vide dans la littérature sur certaines pratiques que nous, gynécologues, on a au quotidien. Et en particulier, merci d'avoir décortiqué les 2 seules études qui disaient que la sérologie chlamydia positive avait un impact sur les taux de grossesse. En fait, on ne peut rien en dire, quoi. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des études qui sont faites en plus d'autres études, donc ce n'est pas le but principal de ces publications, et la méthodologie, du coup, est forcément pas prévue, designée à la base pour, donc c'est compliqué d'avoir un jugement catégorique à la lecture de ces études. Voilà, je vous avais dit beaucoup de frustration, mais peut-être de la recherche en perspective. Merci vraiment sincèrement à vous. Et hop, 2 micros, tout va bien. Alors, et là donc aussi une question importante d'infectiologie. Donc merci au docteur Stefania Imbukodza qui est biologiste, microbiologiste, voilà, qui a travaillé avec le docteur Bobo et aussi le professeur Ravel, je crois, en coulisses, sur la place de la recherche de la vaginose bactérienne. Merci beaucoup. Donc en effet, on a travaillé avec Eva Birsal et on a été relu par Jean-Marc Bobo, et tout récemment, voilà, on a eu le soutien à distance du professeur Ravel. Ceux qui ne connaissent pas le professeur Ravel, c'est le Michael Jackson de la vaginose. C'est le pape mondial de la vaginose. Voilà. Merci. Donc voilà, donc chez un couple infertile, est-ce qu'une évaluation microbiologique vaginale, dysbiose vaginale, a un impact sur l'échange de naissances vivantes, de grossesse clinique et sur l'incidence des fausses couches précoces? Alors cette PICO 9 a été divisée en 2 PICO, l'une PICO 9.1 et l'autre en PICO 9.2. Alors la PICO 9.1, est-il recommandé de réaliser une évaluation de la flore vaginale au moment de la prise en charge du couple infertile? Et en filigrane, la question c'est, est-ce qu'il y a des différences décrites dans la littérature de flore vaginale de femmes infertiles versus les femmes fertiles? Et la PICO 9.2, là, c'est est-ce qu'il faut traiter ou pas une fois qu'on a le résultat de vaginose? Et alors, en fait, la PICO 9.2, elle se subdivise en 2 PICO. L'une 9.2, vaginose symptomatique, et 9.3, vaginose asymptomatique. Alors, on a étudié 504 articles, et après exclusion d'une bonne partie, il en restait 78. On en a exclu 10 après lecture. Donc il en restait 68 et 55 ont été mis dans la 9.1 et 13 dans la 9.2. Donc il y en a quand même beaucoup moins que pour la 9.1. Alors, pour la 9.1, la prévalence de la vaginose dans les cas d'infertilité. Alors il y a beaucoup d'études qui montrent en effet que chez les femmes infertiles, la prévalence de la vaginose est plus élevée que dans la population de femmes fertiles.
Donc, je ne vous ai pas remis toutes parce que je vous ai pas remis les 55. Mais voilà, par exemple, étude de Salah en 2013, c'était une étude prospective non randomisée, malheureusement. Eh bien, il y avait une augmentation du taux de grossesse en AMP si la vaginose était présente versus lorsqu'elle était absente. Et puis, dans l'étude de Haar en 2019 et la grosse méta-analyse très très connue de Van Oostrom en 2013 ont montré qu'il y avait une diminution du taux de grossesse et de naissance vivante en cas de vaginose, une augmentation significative des taux de fausse couche précoce en cas de vaginose chez les femmes en cours d'AMP, avec des odds ratios modérés, mais qui sortaient quand même significatifs. Et dans la méta-analyse de Van Oostrom, c'était d'autant plus vrai que l'infertilité était tubaire, justement, puisqu'on en parlait juste avant. D'autre part, d'autres publis montrent qu'il y a un continuum en fait entre la flore vaginale et ensuite endocervicale, voire endométriale. Et puis, il y a d'autres types d'études, cette fois-ci, qui n'ont pas étudié la prévalence de la vaginose chez les femmes infertiles dans les prélèvements vaginaux, mais cette fois-ci, vous savez, dans les fameux embryons, les cathéters de transfert d'embryons qui ont servi justement au transfert d'embryons. Donc en fait, une fois qu'on retire le cathéter, on l'analyse, et soit on fait de la culture dessus, soit on peut faire du séquençage au débit NGS. Et en fait, donc là, c'est toutes les études qu'on voit à la fin, dans pas mal de publications observationnelles. Il a été montré, que ce soit en culture ou bien en séquençage, eh bien, les femmes qui avaient un cathéter contaminé par des bactéries, et d'autant plus si les bactéries n'étaient pas du lactobacillus, et maintenant toutes ces études, il a été montré qu'il y avait plus de chances de taux de grossesse, de naissance vivante, il y avait plusieurs augmentation du taux d'implantation, de naissance vivante, du taux de grossesse clinique ou biologique dans toutes ces études. Donc là, il y a quand même pas mal d'études qui sous-tendent cette différence, en tout cas de prévalence, de façon observationnelle. Et alors là, toute la question, c'est est-ce que maintenant qu'on sait que la patiente a une vaginose, est-ce qu'il faut traiter ou pas ? Donc c'est là qu'il y a quand même beaucoup moins de littérature, et je vous en ai mis deux principales. L'étude de Ekbaz en 99 qui a montré que la prescription systématique d'antibiotiques durant la phase de ponction des ovocytes induisait déjà une augmentation de la stérilisation de ce fameux cathéter de transfert d'embryon. Et en plus, on avait une amélioration du taux d'implantation et de grossesse clinique. Et puis dans l'étude de Salah, qui a évalué chez 3 types de patientes, donc des patientes infertiles de cause inexpliquée, des patientes avec un ovaire polykystique et des patientes fertiles sans vaginose. Eh bien, lorsqu'on étudie ces 3 populations de patientes et qu'on traite celles qui ont une vaginose, eh bien, on a un meilleur succès dans la FIV, donc avec des taux de grossesse plus élevés lorsqu'elles étaient diagnostiquées. Et donc la vaginose, cet article concluait que c'était probablement une cause sous-estimée d'infertilité, et le traitement des patientes augmentait les chances de réussite de ces patientes. Donc conclusion, alors pour la 9.1, chez une femme infertile, il est recommandé de réaliser une évaluation microbiologique vaginale avec score de Nugent et bactériologie standard au moment du bilan d'infertilité, avec une qualité de preuve moyenne mais une recommandation forte. Pour la 9.2, alors on a subdivisé en vaginose symptomatique versus vaginose asymptomatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les recommandations européennes de 2018 disent que chez toute femme avec une vaginose symptomatique, elle doit être traitée. Donc on a dit que d'autant plus quelque part chez la femme infertile, on doit la traiter. En revanche, chez la femme infertile présentant donc on a mis en effet une qualité de preuve élevée, recommandation forte. Et la 9.3, donc cette fois-ci, la femme infertile mais qui présente une vaginose bactérienne asymptomatique, on a décidé qu'il était probablement recommandé de traiter et de contrôler le résultat sur un prélèvement de contrôle afin de documenter la guérison, mais cette fois-ci avec une qualité de preuve moyenne et une recommandation faible. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup en tout cas pour ce topo très clair et pour moi en tout cas très innovant. Juste une question pour la salle, est-ce que ceux qui faisaient systématiquement un prélèvement vaginal avec recherche de vaginose dans un bilan initial peuvent lever la main? D'accord, donc là ça va quand même apporter des choses. Très bien.
Bravo en tout cas. Merci. Et on voit bien qu'on n'en est qu'au début du microbiote et de la reproduction. Voilà. Donc je crois que c'est à donc il va y avoir maintenant une partie andrologie coordonnée par le professeur Boitrel. Merci. J'ai 9 minutes parce qu'il y a 3 picots, mais je ne vais pas en prendre plus, ne vous inquiétez pas. Peut-être un peu moins. Juste quelques secondes pour remercier Joël Belaïchalar pour son invitation à participer à ces recommandations et puis pour sa vision surtout globale, on va dire, parce que c'est vrai que quand on parle d'infertilité, on parle d'infertilité du couple. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue et qu'en France et ailleurs, on a souvent tendance à séparer les femmes des hommes. Et pour une fois, effectivement, j'ai été ravie, non pas pour une fois j'ai été ravie, mais j'ai été ravie que pour une fois on puisse intégrer l'homme et la femme dans les mêmes recommandations, et je pense que c'est très très important. Alors je ne dis pas qu'au début j'ai pas eu un peu peur avec le méthodologiste Antoine, que je connais très bien, mais finalement ça s'est bien passé, et puis un grand bravo à notre chef d'orchestre Blandine Corbière, puisque franchement c'était du high level comme on dit. Donc pour la partie andrologie, on avait 3 picots. Est-ce que chez un couple infertile, la réalisation d'au moins un spermogramme, la réalisation d'un examen clinique systématique de l'homme et la réalisation d'une spermoculture permettent-elles le diagnostic de cause d'infertilité masculine? Donc merci à Geoffroy, Marion Bendayan qui travaille chez moi à Poissy, à Geoffroy, Anne-Laure et puis des andrologues, urologues Eric Huyghe et William Gavakakpo qui nous ont aidés donc sur ces 3 picots. Alors, pour vous donner un exemple, comment on a fait une équation de recherche sur Scopus, qui est une database, et avec différents mots-clés. Au départ, on se retrouvait, par exemple, pour le spermogramme, avec 2900 abstracts, après avoir supprimé les doublons avec PubMed. Et on a évalué de façon indépendante à 2 personnes, et je réalisais les désaccords, ces titres et ces abstracts, pour essayer d'exclure. Donc on a exclu 2845 articles qui ne traitaient pas du sujet, ou en tout cas pas complètement. Le reste a été lu, et au final, on a inclus 25 articles qui parlent quand même de 27 000 hommes. Pour le spermogramme, l'objectif de la réalisation du spermogramme, je ne vais rien vous apprendre, c'est d'obtenir des informations sur la spermatogénèse, la production des spermatozoïdes, ainsi que sur le bon fonctionnement, on va revenir après, des glandes annexes masculines. L'intérêt du spermogramme, et ça c'est important de le souligner encore, même si c'est le cas depuis 2010 avec les normes OMS, et même si la méthodologie n'a pas changé là en 2021, l'intérêt du spermogramme, il est d'identifier les patients à risque d'infertilité. Donc c'est bien dans le bilan initial d'infertilité qu'on se sert du spermogramme. Donc on est bien dans le sujet aujourd'hui. De les distinguer donc ces patients infertiles des patients fertiles dans l'année. Le spermogramme, c'est un examen simple à réaliser qui ne coûte pas cher, et entre la 5e et la 6e édition du manuel, donc la 6e édition 2021, les valeurs de référence que vous connaissez sans doute, quoique maintenant elles ne s'appellent plus des valeurs de référence, mais des intervalles de référence, n'ont que faiblement évolué, et je vous ai mis, vous irez voir le détail dans la prochaine publication, j'espère. Qu'est-ce qu'on a déterminé? On a déterminé qu'après la lecture donc, en utilisant la méthodologie GRADE, qu'il est recommandé de prescrire un spermogramme dans le bilan de première intention du couple infertile. Il est recommandé de prescrire un spermogramme, pourquoi? Pour diagnostiquer certaines causes d'infertilité masculine, dont la zoospermie. C'est évident, mais c'est vrai qu'on a encore des cas où il n'y a pas forcément de diagnostic chez l'homme, et qu'on se retrouve devant des histoires un peu compliquées où on perd du temps avec des patients qui sont azoospermes et qu'on aurait pu diagnostiquer plus tôt. Donc les qualités de preuve sont fortes et les recommandations sont fortes. Pour la 3e et 4e, on s'est intéressé à la question, on a divisé ces questions à savoir la réponse à laquelle on voulait répondre. La question à laquelle on voulait répondre, c'était de savoir si en cas est-ce qu'on fait 1 spermogramme, 2 spermogrammes, 3 spermogrammes ou 10 spermogrammes. En fait, c'était impossible de répondre à cette question avec un chiffre plus 2, 3, 4, 5, enfin un chiffre linéaire. Et donc, on s'est intéressé à la variabilité en fait de ce spermogramme en fonction de si on faisait 1, 2 ou 3 ou 4, 5 spermogrammes. En cas de paramètres spermatiques normaux et en l'absence, le « et » est important, de nouveaux éléments évocateurs d'infertilité masculine à l'interrogatoire,
il n'est pas recommandé de contrôler les résultats du spermogramme chez un couple qui consulte pour un bilan initial d'infertilité. La qualité de preuve est faible, mais la recommandation est forte. Donc ça veut dire en pratique qu'on ne contrôle pas un spermogramme dont les paramètres spermatiques sont tous normaux. Il est par contre recommandé d'adresser un couple infertile en consultation spécialisée, médecine de la reproduction et andrologie, en cas d'anomalie des paramètres du sperme en deçà des valeurs du 5e percentile de l'OMS, ou si un élément à l'interrogatoire est évocateur d'infertilité masculine. La qualité de preuve est faible, mais la recommandation est forte. Vous allez voir que sur la PICO suivante, qui s'est intéressée, elle, plus à l'examen clinique, à l'intérêt de cet examen clinique, elle va, heureusement pour nous, mais c'est parce qu'on a étudié la même bibliographie avec 2 groupes différents, chez l'homme, effectivement, en cas d'anomalie du spermogramme, il est recommandé de réaliser un examen clinique général. Il est recommandé d'effectuer un examen clinique de l'homme. Comment? Un examen clinique général pour évaluer les signes d'hypogonadisme et un examen clinique scrotal pour évaluer le volume, la consistance des testicules à la recherche d'une tumeur testiculaire, l'existence d'anomalies des épididymes ou des canaux déférents et la présence d'une varicocèle, mais on y reviendra dans une PICO après. La qualité de preuve est faible, mais la recommandation est forte. Et finalement, donc pour le spermogramme, c'est assez clair. On fait un spermogramme dans le bilan d'infertilité. C'est normal, on n'a pas besoin de le retester. Il est anormal. On envoie vers une exploration spécialisée en médecine de la reproduction et andrologie. Pour la spermoculture, maintenant, les infections du sperme, elles sont divisées entre les infections, ce qu'on appelle les bactériospermies, c'est-à-dire la présence de germes dans le sperme, et les infections, elles, des glandes annexes masculines avec des signes à l'interrogatoire, des signes cliniques. Elles représentent environ, ces 2 grandes entités, 15 à 20% des cas, des causes d'infertilité masculine. Et chez l'homme infertile, la prévalence des infections du sperme et des zygames est significativement plus élevée que chez l'homme fertile. Les infections du sperme peuvent être asymptomatiques ou symptomatiques dans le cas des zygames. Je vous ai remis des seuils que vous pourrez retrouver aussi dans différentes publications, des seuils avec quelques germes et pathogènes ou pas, et puis les signes d'IgAM, une IgAM étant, je vous le rappelle, une oligo-asténotératosospermie, donc il y a un problème de concentration, de mobilité et de morphologie de ces spermatozoïdes, associés donc à des signes interrogatoires et ou des signes cliniques et ou des signes de retentissement spermatique sur la leucospermie, par exemple, la présence de polynucléaires neutrophiles dans le sperme, ou des signes d'atteinte prostatique et ou une spermoculture positive. Au final, une infection du sperme ou une IgAM sont associées donc à une altération des paramètres spermatiques et ou de la qualité nucléaire des spermatozoïdes. Les paramètres spermatiques les plus souvent altérés sont la concentration et la mobilité. Le niveau de preuve est élevé. Une infection du sperme ou une IgAM peuvent cependant être associées à des paramètres spermatiques normaux in vivo. Le niveau de preuve est élevé aussi. Dans ce cas, la qualité de l'ADN spermatique peut être altérée. Le niveau de preuve est élevé aussi. Concernant les taux de fragmentation de l'ADN spermatique, même si ce n'était pas tout à fait le sujet, mais c'est pour vous rappeler que de très récentes recommandations internationales ont montré que son impact négatif sur la fertilité masculine spontanée et par assistance médicale à procréation. Ça veut dire qu'au total, mais j'y reviendrai après, on recommande la prescription d'une spermoculture dans le bilan initial d'infertilité. Et concernant son traitement, parce qu'on a voulu aller plus loin pour savoir ce qu'on faisait au final de ces spermocultures positives, le traitement antibiotique adapté aux germes permet d'améliorer les paramètres spermatiques, d'améliorer la qualité de l'ADN spermatique et d'augmenter les taux de grossesse chez les couples dont l'homme présente une infection du sperme avec ou sans IgAM. Mais le niveau de preuve est faible. Et aujourd'hui, pour avoir fait les recommandations aussi avec la Société française de microbiologie, il faut noter que l'antibiothérapie n'est plus du tout la première ligne de traitement à envisager chez ces patients, mais qu'une cure hydrique et une augmentation de la fréquence des éjaculations, c'est pas forcément facile à dire aux patients, mais ça c'est faisable, peuvent être utiles donc dans la prise en charge de ces infections du sperme ou de ces IgAM. Donc, pour résumer, chez le couple infertile, il est recommandé de prescrire en première intention une spermoculture, en raison donc de la prévalence augmentée des infections du sperme et des IgAM chez l'homme infertile, et en raison de leur impact sur les paramètres du spermogramme et ou sur la qualité de l'ADN spermatique.
Qualité de preuve forte, recommandation forte. Et en cas d'affection du sperme ou d'infection des glandes annexes masculines, il est recommandé de préconiser en première intention une cure hydrique et une augmentation de la fréquence des éjaculations et de discuter dans un second temps ou éventuellement d'une antibiothérapie adaptée aux résultats de la spermoculture, bien entendu, hors infection sexuelle transmissible. Qualité de preuve faible, recommandation forte. Et j'ai fini avec nos principales références. Merci. Merci beaucoup, Florence, et merci à toi aussi pour ton investissement dans ce travail. On n'a pas fini l'andrologie. Les deux messages importants pour nous, gynécologues, parce que c'est ça ce qui est compliqué, c'est que le gynéco fait de l'andro, en fait. Mais en première intention, c'est un seul. Si le spermogramme est normal, un seul, parce que parfois on voit des hommes qui font un spermogramme normal, 2 spermogrammes normal, 3 spermogrammes normal. C'est bon, ça suffit. Donc un seul, spermoculture en première intention, alors qu'elle était en deuxième intention en 2010. Et l'homme n'étant pas qu'un spermatozoïde, un examen andro des hommes. Donc si vous n'avez pas été formé, vous pouvez travailler avec des urologues andrologues ou des médecins formés à l'andrologie, puisque on peut rechercher varicocèle, les tumeurs du testicule. Oui, varicocèle ou même infection du bilan des IGAM. Et puis aller plus loin sur la varicocèle, c'est 30% par exemple facile des causes d'infertilité. Ça peut se prendre en charge et du coup, ça peut alléger la tentative d'assistance médicale à procréation derrière. Et puis surtout, ça peut améliorer considérablement certains paramètres spermatiques. Et si je peux compléter, il y a aussi le côté par rapport aux spermocultures positives. On ne traite pas tout de suite par antibiotiques. Le fait de faire un deuxième contrôle, c'est un peu ce qui avait déjà été dit. Oui, et de préconiser la cure hydrique. La cure hydrique, éjaculation, miction. Et ça change la donne pour un nombre important de patients avant de traiter par antibiotiques. Merci beaucoup. Alors, l'andrologie n'étant pas finie, Florence, peut-être que je te laisse venir modérer la suite. Donc, pour la Pico 13, c'est une petite Marseillaise exilée à Nancy qui a travaillé avec Lyon. Donc, tu as fait un petit tour de France pour nous présenter la place du bilan hormonal. Merci, Margot. Bonjour à tous. D'abord, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont permis l'élaboration de cette recommandation. Ça a été un travail vraiment très enrichissant. Donc, je vous présente la Pico numéro 13 chez l'homme infertile en cas... Chez l'homme infertile, en cas d'azoospermie ou d'oligospermie, la réalisation d'un bilan hormonal permet-il d'orienter vers une étiologie obstructive ou non obstructive du spermogramme? Donc, nous avons réalisé une revue systématique de la littérature après 2010. Nous avons fait une équation de recherche qui était basée sur 16 termes mèches, qui nous a permis de trouver 191 articles éligibles sur la plateforme PubMed. 164 articles ont été exclus assez rapidement car non pertinents. 27 articles ont été évalués pour inclusion. Et finalement, nous avons retenu pour réaliser cette recommandation 6 articles, 4 études rétrospectives et 2 études prospectives. Il est cependant à noter qu'aucune étude de haut niveau de preuve scientifique n'a été publiée depuis 2010 concernant ce sujet. D'après la revue systématique de la littérature, 3 hormones semblent pertinentes pour répondre à cette question, la FSH, la testostérone totale et l'inhibine B. Tout d'abord, la FSH. Il a été montré que pour une concentration de FSH supérieure à 12,4 unités par litre, la concentration spermatique était diminuée, ce qui est en faveur d'une origine non obstructive de l'oligospermie. Il a également été démontré dans 2 études une corrélation inverse entre la concentration de FSH et le résultat de l'extraction de spermatozoïdes testiculaires. Enfin, pour un seuil de FSH inférieur à 12,3 unités par litre, cela permet de retrouver des spermatozoïdes par extraction chirurgicale. En revanche, une concentration en FSH supérieure à 12,4 unités par litre est corrélée à une absence de spermatozoïdes à la biopsie testiculaire. Ensuite, la testostérone totale. Celle-ci, il a été montré une absence de corrélation, que ce soit avec la concentration de spermatozoïdes dans le plasma séminal, mais également une absence de corrélation avec le taux de récupération des spermatozoïdes à la biopsie testiculaire. Enfin, la dernière hormone, l'inhibine B, elle a été étudiée dans une seule étude française qui montre qu'une concentration en inhibine B est plus basse chez les hommes ayant une biopsie testiculaire négative, ce qui est également en faveur d'une origine non obstructive de l'oligospermie. Nous émettons donc la recommandation suivante,
Chez l'homme infertile, en cas d'azoospermie ou d'oligospermie, il est recommandé de réaliser un bilan hormonal pour orienter vers une étiologie obstructive ou non obstructive d'anomalie du spermogramme. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, une question pour toi, Margot. Pour l'oligospermie, c'est quoi le seuil pour demander un bilan hormonal? Il n'y a pas un seuil? Parce que ce n'est pas pour toutes les oligospermies qu'on demande un bilan hormonal quand même. Dans la revue de la littérature, on n'a pas trouvé de seuil défini par des études prospectives ou rétrospectives, des études Princeps. Nous, on a conclu, mais par accord d'experts, que c'était inférieur à 10 millions. Oui. Comme pour le cariotype d'ailleurs. Hein. Voilà, tout à fait. 10 millions, c'est vraiment le seuil qui a été retenu par toutes les sociétés savantes quasiment. Hein. D'autres questions? Et d'ailleurs, merci au professeur Ingrid Ploton qui t'a beaucoup aidé pour ça. Voilà, merci Margot. Et je pense que... est-ce que l'équipe... Alors, c'est un urologue, le docteur Dupuis, qui a travaillé sur la PICO, sur la varicocèle, et je crois qu'en son absence, sa doublure corps, le docteur Robin, va prendre sa place. Donc là, je vais faire la restitution du travail fait par un groupe normand de Rouennais et de Caen, je ne sais plus comment on dit, les gens de Caen, voilà, qui se sont intéressés justement sur la prise en charge de la varicocèle et son impact sur les chances de naissance vivante, à la fois en spontané et en AMP. Globalement, toutes les données récentes, puisqu'en fait ils sont vraiment partis depuis 2010 dans la littérature, montrent que lorsque l'on prend en charge des varicocèles cliniques, c'est-à-dire qui sont palpables, eh bien, on a une amélioration significative de la numération et d'un certain nombre de paramètres du spermogramme, c'est-à-dire qu'on a vraiment une tendance à améliorer les paramètres spermatiques classiques. Autre élément important, la fragmentation de l'ADN, qui est un facteur qualitatif des spermatozoïdes. On observe une diminution du taux de fragmentation de l'ADN, ce qui correspond a priori à des spermatozoïdes donc de meilleure qualité après une cure de varicocèle. Mais ça, ce sont des paramètres, on va dire, biologiques pour lesquels on n'a pas l'impact sur les taux de grossesse. Donc, il y a effectivement quelques papiers, là encore, qui ne s'intéressent quasiment qu'aux varicocèles cliniques, donc qui sont palpables ou visibles. Et là, c'est la plupart des papiers qui ont été faits, les méta-analyses, confirment une amélioration des taux de grossesse clinique et des taux de naissance vivante en spontané, et il y a quelques données également qui ont montré une amélioration modérée mais significative des taux de grossesse clinique après AMP lorsque la varicocèle a été traitée. En conclusion, ce groupe a donc conclu que chez l'homme infertile, il est recommandé de prendre en considération l'existence d'une varicocèle clinique. J'insiste vraiment là-dessus, hein. On ne se contente pas d'une échographie, c'est vraiment, il faut qu'il y ait eu un examen de l'homme, comme un facteur modifiable qui pourra altérer les paramètres spermatiques conventionnels, la qualité nucléaire du spermatozoïde et donc son pouvoir fécondant, le taux de grossesse spontanée ou par AMP et le taux de naissance vivante spontanée ou par AMP. Il est donc recommandé de ne pas prendre en charge une varicocèle uniquement détectable lors de l'échographie scrotale, ce qu'on appelle les varicocèles dites infracliniques. Chez l'homme infertile qui présente une varicocèle clinique associée à des altérations des paramètres spermatiques, il est recommandé de réaliser une cure de varicocèle par voie chirurgicale ou par embolisation, puisque ces deux techniques sont sensiblement identiques en termes de succès, afin d'améliorer les paramètres spermatiques, la qualité nucléaire, donc la qualité intrinsèque des spermatozoïdes, et augmenter les taux de naissance vivante en spontané ou en AMP. Mais, et ça je pense que c'est un des messages extrêmement importants, il faut absolument tenir compte de l'âge de la conjointe et de sa réserve ovarienne, puisque cette amélioration après cure de varicocèle pourra prendre plusieurs mois en général, hein, dans la plupart des papiers c'est autour de 6 mois, et donc parfois on a l'horloge biologique, donc il ne faut pas même hésiter, hein, ce que font certaines équipes, à traiter en même temps qu'on commence éventuellement des cycles d'AMP. Les experts rappellent qu'il pourrait être recommandé de réaliser une conservation de spermatozoïdes avant cure de varicocèle, mais pas chez tout le monde, comme ça a été fait dans certaines équipes, surtout lorsqu'il existe un testicule unique et des altérations spermatiques très sévères, bien qu'il n'y ait pas de seuil officiellement recommandé. Et toutes ces données sont vous voyez, des qualités de preuve, basées sur des qualités de preuve modérées, mais restent des recommandations fortes et, à mon avis, essentielles. Je vous remercie de votre attention.
Alors, attends, tu vas faire la suite, je crois. Alors, je fais juste un petit commentaire parce que Florence, il y a quand même un débat actuel chez les radiologues, peut-être sur la varicocèle radiologique infraclinique. Donc, peut-être que ça mériterait quand même d'être discuté parce que peut-être que certains dans la salle auront des indications contraires de la part des radiologues. Qu'en penses-tu ? Alors oui, ça faisait partie des débats de notre groupe andrologie. En fait, en réalité, dans la littérature, quand on se base sur la littérature, c'est vrai que la littérature est essentiellement centrée quand même sur tout ce qui est technique. Il y a quand même très très peu de papiers sur les varicocèles infracliniques et sur les varicocèles détectés par échographie. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire est-ce qu'on peut faire une recommandation plutôt sur 2 ou 3 papiers sur les prises en charge des varicocèles infracliniques? A priori, non. Maintenant, on peut changer d'avis d'ici quelques années si la bibliographie est beaucoup plus importante, mais on est à peu près dans les 27 000, on va dire, dans les 20 ou 30 000 patients d'un côté avec une varicocèle clinique qui sont pris en charge par varicocélectomie ou par embolisation, où là on a vraiment des niveaux de preuve qui sont assez forts, et de l'autre côté on doit être aux alentours de quelques centaines de patients. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, en tout cas pour l'instant, de recommander la prise en charge des varicocèles infracliniques, et c'est pour ça que le docteur Robin a vraiment bien insisté sur ce mot-là. Donc, a priori, non. Et puis, en plus, là où il faut faire attention aussi, c'est qu'il y a une différence de classification. On ne se rend pas toujours compte entre la classification utilisée par les radiologues et la classification utilisée par nous. Donc, des fois, on a l'impression qu'on peut prendre en charge des varicocèles de type 3, etc., parce qu'elles sont sûres qu'elles sont cliniques. En fait, en réalité, non. Les deux classifications ne sont pas superposables. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que oui, il faut prendre en charge les varicocèles subcliniques. Je ne peux pas dire ça. Très bien. En fait, je viens de me rendre compte. Alors, pardonnez-moi, la gestion de 28 picots était un peu compliquée. Je me rends compte que j'ai oublié des diapos sur l'échographie des testicules. Donc, je vais vous le faire à l'oral. Promis, je corrige le diaporama qui sera disponible. Et donc, c'est le groupe du professeur Laurence Rocher, qu'elle me pardonne si elle est là, pas là, si bon. En fait, ont travaillé sur la place de l'échographie scrotale dans les anomalies spermatiques, et donc il est recommandé de réaliser systématiquement une échographie scrotale en cas d'anomalie spermatique, dans le but donc de diagnostiquer une varicocèle, mais surtout aussi une tumeur testiculaire. C'est loin d'être rare. Attention, il y aura dans les recommandations la formule de Lambert, LAM-BERT, qui doit être utilisée maintenant pour mesurer un volume testiculaire. Donc sur vos ordonnances, vous écrivez échographie scrotale pour mesure du volume testiculaire avec formule de Lambert. Nous, on écrit ça maintenant parce que ça ne veut rien dire testicule normal. Il faut qu'on vous mesure un volume. Et l'échographie par voie endorectale n'est plus que de la deuxième intention s'il y a une étiologie, une suspicion d'étiologie obstructive. D'accord ? Donc, on ne fait pas en première intention l'échographie scrotale avec la voie endorectale. Voilà, ça c'est fini. Donc, mais en revanche, n'oubliez pas d'examiner les hommes infertiles qui ont des anomalies du sperme et de prescrire systématiquement une échographie scrotale avec évaluation du volume testiculaire par la formule de Lambert, LAM-BERT. Voilà, l'équipe du professeur Rocher a fait un énorme travail qui sera publié, et je rajouterai des diapositives. Voilà. Et pour compléter aussi ce que tu disais, pour l'échographie endorectale, bien regarder aussi le spermogramme et tout ce qui va être le reflet de la qualité physico-chimique du sperme, c'est-à-dire le pH et le volume essentiellement, qui peuvent orienter vers des causes obstructives. Et prévenir le patient aussi. Oui, et prévenir le patient de l'examen. Voilà. Donc pour compléter, si j'ai bien compris, c'est que pour toute anomalie spermatique, il faut demander une écho scrotale. Oui. Même si l'examen clinique est normal. Oui, parce qu'il y a une tumeur infraclinique du testicule. On peut découvrir des varicocèles infracliniques, et là, ça pose un problème.
Non. Non, parce que c'est infraclinique. Je dirais oui et non, parce que s'il y a des anomalies spermatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve actuellement que des varicocèles infracliniques ne peuvent pas donner, parce que vu la physiopathologie des varicocèles, effectivement, il peut y avoir une part de responsabilité dans les anomalies spermatiques, qu'on ne peut pas prouver à l'état actuel, parce qu'il n'y a pas assez d'études, pas assez de recul. Je ne sais pas quelle est la raison exacte, mais je dirais, en pratique, il y a pas mal de varicocèles infracliniques, on le voit en pratique, avec des anomalies spermatiques qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, je ne sais pas, il y a d'autres facteurs. Là, on va parler des... Alors après, c'est un peu plus spécialisé, mais c'est tout ce qui va être stress-oxydant, notamment fermentation de l'ADN c'est très difficile de prendre une décision. Je ne sais pas, en pratique, c'est compliqué d'expliquer à un homme qui est en face de vous, voilà, vous avez une varicocèle à l'écho, et on va lui dire, après, il faut voir selon le degré de gravité des anomalies spermatiques aussi. Ça joue aussi dans notre décision. Vous avez totalement raison. En fait, ça, c'est un débat de spécialistes. En fait, l'idée de CRPC, c'était vraiment d'offrir des clés pour le bilan de première intention du couple infertile, afin de faire le débrouillage. Là, ce que vous dites, c'est juste, mais c'est un débat de spécialistes. Et en tout cas, ça vaut le coup, en tout cas, de discuter avec des médecins, on va dire, spécialisés avant de faire une embolisation de varicocèle infraclinique. Mais vous avez tout à fait raison. Donc, on a fini la session andrologie. Est-ce qu'il y a une autre question, un commentaire? Oui, avant de passer à la future session. Madame, voilà. Oui, je voulais juste poser la question. On est toujours embêté sur la durée du traitement quand on a une infection spermatique. Pendant longtemps, on nous disait au moins 8 jours. Après, on nous a dit 15 jours, 3 semaines. Et on ne sait pas trop. Vous avez mis des seuils, mais on n'a pas de durée. Est-ce que ça dépend de l'infection? Et ça, c'est jamais spécifié. Combien de temps on doit les traiter? Et est-ce qu'il faut traiter aussi la partenaire? Enfin bon. D'accord. Oui, alors ça, ce sont des recommandations, j'en ai dit 2 mots, mais qu'on a fait aussi avec la Société française de microbiologie. C'est le traitement, en général, il y a des traitements minutes, mais Geoffroy, tu compléteras. Sinon, ça dépend des antibiotiques, en fait, mais c'est 7 jours de traitement. Certains traitements sont des traitements minutes. Ça, c'est quand on est dans la bactériospermie, c'est-à-dire des présences de germes dans le sperme. Quand on est en phase d'unigame, avec une infection des glandes annexes masculines, type épididymite par exemple, vous êtes plutôt sur des traitements longs, avec un antibiotique qui va avoir une bonne diffusion dans l'appareil au niveau des glandes annexes, et on est plutôt sur des traitements de 3 semaines, associés éventuellement. Mais là, à nouveau, c'est vrai qu'on rentre dans la spécialité, mais on est plutôt sur des traitements de 3 semaines. Après, les seuils, on peut les retrouver, ils seront indiqués dans les recommandations, les seuils de prise en charge de ces bactériospermies. Mais ça, typiquement, c'est vraiment quand on vous envoyez dans un centre où il y a un andrologue ou un médecin un gynécologue spécialiste en andrologie, ils sont au courant de ces seuils. Et traitement de la partenaire, a priori, oui, systématique. Mais on a dit... Le traitement antibiotique, normalement, on ne doit pas le mettre en première intention. Il faut vraiment éviter d'aller jusqu'au traitement antibiotique. En particulier si c'est les germes des IST. Après, pour les autres, c'est plus... Est-ce qu'on doit évaluer la défragmentation et la décondensation des spermatozoïdes? Alors, on n'a pas fait la question parce que ce n'était pas dans l'exploration initiale, mais par contre, ce test est arrivé dans le manuel de l'OMS qui est le manuel de référence des analyses du sperme au niveau mondial. Et c'est vrai que maintenant, c'est dans les analyses spécialisées. Donc, on est un petit peu en retard, on va dire, en France. On est en retard pour différentes raisons, parce qu'il n'y a pas forcément de tests avec des bons seuils. Et puis surtout, parce que c'est un examen qui n'est pas remboursé. Et pour l'instant, on est un petit peu en retard sur les autres pays, on va dire. Mais donc, en première intention, non. Nous, on le prescrit dans le bilan spécialisé dans certains cas, oui. En fait, ça n'a volontairement pas été traité dans ces PICO, justement, parce que ce n'est pas remboursé, parce que c'est du deuxième intention. Voilà. Donc, mais dans le bilan initial, on dit ça peut avoir sa place, mais dans seconde intention, après un examen andrologique, parce que avant de prescrire des tests compliqués, non remboursés, type test de fragmentation, il faut quand même avoir examiné examiner l'homme et avoir une échographie testiculaire.
Puis si on a une infection du sperme, une IgAM par exemple, et qu'on la diagnostique, on peut peut-être arriver à résoudre cette fragmentation de l'ADN qu'on n'aurait pas dû prescrire. C'est vraiment la deuxième ligne des explorations. Alors une dernière question commentaire. Quand vous prescrivez une cure hydrique dans le cadre d'une infection spermatique, combien de temps après vous faites le contrôle du spermogramme ou des spermocultures? Quand on dit cure hydrique et avec... c'est cure hydrique plus augmentation de la fréquence des éjaculations, parce que s'il boit beaucoup et qu'il n'éjacule pas pendant 3 mois, on ne va pas s'en sortir. Mais on prescrit, il n'y a pas de données, en tout cas dans la littérature, il n'y a pas de données. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle le mois d'après. Si on n'est pas pressé, si on est pressé, c'est différent. Je pense qu'on va être frustré parce qu'il faut vraiment... Une dernière alors une dernière. Allez, une dernière. Une dernière pour la route. Je vous remercie. Est-ce que la biochimie spermique fait partie du bilan de première intention? Non, de première intention, non. On va répondre de façon courte, et de deuxième intention, de moins en moins. D'accord. Ma deuxième question. Après une cure de varicocèle, combien de temps après il faut faire un contrôle de spermogramme? 6 mois pour voir les effets. Entre 3 et 6 mois. Dans la littérature, on va dire 6 mois. Merci. Allez. Donc nous passons à le docteur Nathalie Sermondade, qui est biologiste de la reproduction à l'hôpital Tenon, va nous rejoindre à la fois pour modérer, participer à la discussion, parce que plus on est nombreux, plus on rit, et pour présenter aussi les résultats de son groupe de travail. Donc on va parler maintenant environnement et couple infertile. Et Nathalie, je vais donc te laisser présenter tes conclusions sur la prise en charge de l'obésité chez la femme infertile. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis chargée de faire une petite synthèse sur la PICO numéro 16, parmi donc les questions sur la prévention des risques environnementaux. Donc chez la femme infertile, est-ce que la prise en charge de l'obésité a un bénéfice sur les chances de naissance vivante? Donc le groupe de travail était constitué de Véronica Grégorzik-Martin, de Clément Bailly et de moi-même. Et donc je vais essayer de jouer le jeu et de faire 3 minutes. On y va. Alors, comme vous le savez, il y a une augmentation mondiale de la prévalence de l'obésité depuis les 3 dernières décennies, et on estime qu'actuellement, plus de 50% des femmes en âge de procréer sont soit en surpoids, soit obèses. Il y a une littérature extrêmement dense qui montre bien l'impact du surpoids et de l'obésité féminine sur la fertilité, avec notamment une association privilégiée avec le SOPK, une diminution des chances de fertilité naturelle et une diminution des taux de naissance en FIV. Et lorsqu'on a la grossesse, eh bien, il y a également une augmentation des risques de fausses couches, une augmentation des complications obstétricales et des complications néonatales. Donc on peut très légitimement se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on perd du poids ? Alors, plusieurs façons de perdre du poids. La première, c'est une prise en charge de l'obésité par mesure hygiéno-diététique et en particulier par régime. Et donc, la littérature est relativement peu abondante et finalement, on a simplement pu inclure 4 articles pour l'analyse ici, 2 RCT, une méta-analyse et une étude rétrospective. Qui ont retrouvé donc premièrement un effet favorable de la perte de poids par mesure hygiéno-diététique sur les troubles de l'ovulation, qui est rapidement observé puisque une perte de poids de 5% permet de restaurer des ovulations dans 55% des cas quand il y avait une dysovulation initialement présente. Et les études montrent également une augmentation des naissances spontanées, donc des grossesses naturelles, chez les patientes antérieurement anovulatoires. En revanche, en ce qui concerne les chances de naissance en FIV, la question est toute différente. Il y a 2 RCT qui ont été publiés, qui ont été beaucoup critiqués, mais néanmoins qui ne retrouvent pas d'effet bénéfique de la perte de poids avant une prise en charge en FIV sur les taux de naissance. En revanche, on souligne et on rappelle que la littérature est claire et consensuelle sur le fait que la perte de poids avant la grossesse permet d'améliorer les risques obstétricaux et néonataux. Et attention, perdre du poids, ça prend du temps et il faut évidemment contrebalancer les effets éventuellement bénéfiques de la perte de poids avec les risques de baisse de fertilité avec l'âge. Donc il faut prendre en compte l'âge et la réserve ovarienne. Donc finalement, les recommandations sont les suivantes. Donc une prise en charge préconceptionnelle de l'obésité par mesure hygiéno-diététique est recommandée chez la femme infertile, dysovulante, pour améliorer les troubles du cycle et les chances de naissance spontanée.
Les données de la littérature ne permettent par contre pas de conclure quant à l'intérêt d'une prise en charge préconceptionnelle de l'obésité par mesure hygiéno-diététique pour améliorer les chances de naissance en AMP. Et on rappelle qu'une prise en charge hygiéno-diététique de l'obésité avant grossesse améliore les pronostics obstétricaux et néonataux. Il est recommandé de prendre en charge l'âge de la femme et le bilan de sa réserve dans la stratégie de prise en charge de l'infertilité d'une femme qui présente une obésité. Et un point qui est très important, les données de la littérature à ce jour ne permettent pas de dégager un seuil d'IMC qui contre-indiquerait une prise en charge en AMP, mais il est nécessaire toutefois de considérer le risque obstétrical et néonatal qui est significativement augmenté chez les femmes qui présentent une obésité. Alors ensuite, deuxième façon de perdre du poids, c'est la chirurgie bariatrique. On en parle parce que la perte de poids par mesure hygiéno-diététique, elle est souvent très faible et elle n'est pas très pérenne. Donc il y a un recours de plus en plus important à la chirurgie bariatrique. Donc sur les études concernées, il y a très peu d'études. Elles sont de qualité moyenne, dirons-nous, et on a simplement donc 3 études rétrospectives, dont 2 avec groupe contrôle. La première qui s'intéresse aux chances de naissance vivante après fertilité naturelle, et on retrouve une amélioration significative de la régularité des cycles après chirurgie bariatrique et une diminution du recours, et pas de diminution de recours à l'AMP néanmoins. Et la deuxième étude s'intéresse aux chances de naissance vivante en fécondation in vitro après chirurgie bariatrique et retrouve une amélioration des taux de naissance après FIV après chirurgie bariatrique, 22,9% versus 12%, mais ces chiffres n'atteignent pas la significativité en raison d'un effectif trop faible. Et donc finalement, la recommandation est la suivante. Chez une femme infertile qui présente une obésité, les données de la littérature sont actuellement insuffisantes pour recommander une chirurgie bariatrique dans le seul objectif d'augmenter les chances de naissance en FIV. Donc ça ne doit pas être le seul objectif de la chirurgie bariatrique, ça c'est sûr. Et on rappelle qu'une perte de poids secondaire à la chirurgie bariatrique diminue le risque obstétrical et néonatal, ça c'est très bien démontré dans la littérature, et qu'un suivi nutritionnel est indispensable afin d'éviter les carences. Et voici les résultats. Merci beaucoup. Alors, pour rappeler les recommandations de 2010, un seuil à 35 avait été mis, et c'est ce seuil qui avait été réétudié par votre équipe. Oui, tout à fait. On n'a retrouvé aucune donnée dans la littérature pour aller dans cette direction. Il y a des recommandations internationales, etc., mais qui ne se basent pas sur des éléments vraiment de publication sérieuse. Donc, lorsqu'une femme infertile vient, il ne faut plus dire « Madame, perdez 20 kilos, puis revenez me voir ». Non, parce qu'en général, elle ne revient jamais. Ou bien c'est une bonne façon de se débarrasser des patientes, mais ce n'est pas l'objectif. Non, effectivement, il faut idéalement faire un accompagnement multidisciplinaire avec des nutritionnistes, éventuellement des chirurgiens, des obstétriciens pour faire des consultations préconceptionnelles, etc. Il faut évaluer dans quelle mesure il y a une possibilité de perdre du poids, dans combien de temps, et tout ça en prenant en compte également l'âge et la réserve ovarienne, effectivement. Surtout. Est-ce qu'il y a Alors, il y a probablement des commentaires, en tout cas... Les rappels des experts ont été faits après. J'ai oublié de dire en début de session qu'il y avait une relecture nationale et qu'après le premier jeu des recommandations, beaucoup d'experts, donc certains sont ici dans la salle, ont relu, commenté, et on a finalisé les recommandations à partir des commentaires d'experts. Et dans les experts, il y avait beaucoup de gynécologues obstétriciens qui étaient très frustrés du fait que finalement, perdre du poids avant une FIV, ça n'améliore pas les chances de naissance. Non, malheureusement, à ce jour, on n'a pas d'éléments pour aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que les deux essais randomisés ont fait beaucoup de bruit parce que justement, ils ne retrouvaient pas d'amélioration des chances de naissance après FIV. Ils sont très critiquables. Les séries ne sont pas énormes. La perte de poids n'était pas majeure, etc. Mais en l'occurrence, pour l'instant, dans la littérature, et on s'appuie sur la littérature dans ce topo-là, il n'y a que ça pour le moment. Un commentaire, je pense, de notre confrère. Oui. Je voulais savoir si l'obésité peut diminuer un tout petit peu les chances de réussite des FIV, des PMA, des techniques de PMA. Ah, elle diminue beaucoup même, oui. Puisque oui, évidemment. Donc ça par contre, ça on le sait. On sait que l'obésité va diminuer les chances en FIV, mais par contre la perte de poids d'une femme obèse ne va pas augmenter. Voilà. Donc je rebondis sur le reste, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a quand même une certaine, un certain conseil, et même je dirais les centres qui préconisent éventuellement et qui donnent le premier conseil à donner à une patiente qui vient, qui est obèse, qui a un IMC supérieur à 35, éventuellement si on prend ce seuil, c'est de perdre du poids et revenir pour lui donner plus de chances d'avoir une grossesse. En fait, ce qui est sûr, c'est que la perte de poids, si elle n'augmente pas les chances en FIV, les chances de naissance en FIV, elle va améliorer le pronostic obstétrical et néonatal. Ça, c'est très très bien démontré. Et du coup, ne serait-ce que pour ça, évidemment, ça doit être un conseil de perdre du poids.
Est-ce que vous avez mis en place lorsque vous travaillez en PMA, mise en place des centres éventuellement pour s'occuper de tout ce qui est obésité? Alors, il y a effectivement des centres un petit peu surspécialisés, un peu de recours qui s'organisent. Donc, moi, par exemple, je travaille à l'hôpital Tenon et donc on est en collaboration avec l'équipe de nutrition et de chirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour des circuits un petit peu spécifiques pour les femmes qui présentent des obésités morbides. Merci. Et il y en a d'autres, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, encore une question. Bonjour. Quel délai entre la prise en charge d'une PMA et une chirurgie bariatrique? Est-ce qu'il y a un délai? C'est une très bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Effectivement, dans les recommandations des chirurgiens et des nutritionnistes, la recommandation, c'est d'éviter une grossesse dans l'année qui suit la chirurgie bariatrique, puisqu'il faut être dans une phase de stabilité du poids et évidemment éviter les effets d'une carence nutritionnelle liée à la chirurgie bariatrique. Et donc, c'est 1 an. Pas de grossesse avant 1 an. Donc, ce qui rentre aussi dans les éléments de réflexion sur une prise en charge en chirurgie, parce qu'on va décaler le projet de grossesse d'au moins 1 an, voire plus, puisqu'il y a toute la préparation à la chirurgie qui prend au moins 6 mois. Et pendant ce temps, la femme, elle perd aussi des chances de conception liées à son âge. Très bien, merci. Donc, place au groupe de travail marseillais sur quel conseil... Quel est l'impact des toxiques chez la femme infertile? Donc, je vous présente le docteur Lise Pré-Aubert, qui est partie de Marseille pour Grenoble maintenant, mais qui revient aujourd'hui pour présenter ce travail. Merci Blandine. Bonjour à tous et à tous. Donc, merci vraiment Blandine de m'avoir permis de travailler sur ce sujet. Donc, moi, notre groupe de travail s'est intéressé à l'impact des toxiques chez la femme infertile. Et donc, j'ai travaillé avec Laura Miquel, Jeanne Perrin et Nicolas Simon. Donc dans les toxiques, nous avons 3 sous-parties en fait, comme 3 mini-picots avec le tabac, le cannabis et l'alcool qu'on va décliner. Et donc au niveau de la première partie pour le tabac, donc nous devions répondre à la question: chez la femme infertile, l'exposition au tabac a-t-elle un impact sur les chances de naissance vivante? Donc on a initialement screené 319 articles avec les bases PubMed et Embase, et puis finalement, après exclusion des articles non pertinents ou qui ne traitaient pas exactement de notre outcome, qui étaient les chances de naissance vivante, il nous restait 11 articles que nous avons inclus. Ce qu'on sait de manière assez claire, c'est que le tabagisme actif, donc ça concerne une femme en âge de procréer sur 4, et que 12% des femmes continuent de fumer pendant leur grossesse. Le tabagisme est associé à une diminution significative des chances de fertilité naturelle, divisée par 2, une augmentation x3 du risque de fausse couche spontanée et une augmentation par 15 environ du risque de grossesse extra-utérine. Pour notre question, donc, par rapport aux chances de naissance vivante, donc, plusieurs études, dont 3 méta-analyses de quand même belle ampleur, ont démontré une diminution significative des chances de naissance vivante en FIV pour les femmes fumeuses, et ce, dès 1 cigarette par jour. C'est une diminution qui est quand même assez importante, puisque c'est une division par 2. Donc une autre manière de le voir, c'est qu'il faut environ 2 fois plus de cycles de FIV pour une fumeuse pour obtenir une naissance vivante. Donc la méta-analyse la plus récente portait sur plus de 8000 femmes. Concernant les autres techniques d'AMP, on avait des études sur la stimulation de l'ovulation sans autres techniques, donc hors insémination, hors FIV, qui retrouvaient une diminution de 80% des chances de naissance vivante si les 2 membres du couple étaient fumeurs. Et enfin, concernant le tabagisme passif, donc plusieurs études récentes se sont intéressées à ce tabagisme passif. D'une part, des questionnaires, donc vraiment déclaratifs, mais aussi des dosages de cotinine folliculaire, qui en font des études quand même assez intéressantes, même si le niveau de preuve reste modéré. Et donc le tabac passif, ça augmente les risques d'échec d'implantation de manière significative, et ça divise également, ça diminue significativement les chances de naissance vivante en FIV. Notre rôle est donc bien d'inciter nos patientes et nos couples au sevrage tabagique. Concernant le cannabis maintenant, donc très peu d'études, une qualité de preuve très basse également. Nous n'avons pu étudier que 2 articles pour élaborer nos RCP. Ce qu'on sait, c'est qu'environ 22% des jeunes ont consommé du cannabis au cours de l'année précédente, ce qui en fait une consommation très fréquente, qui est souvent pas forcément très bien évaluée ou pas forcément très bien déclarée par les couples. Plusieurs études donc ont dû être exclues du fait soit de la non-pertinence des outcomes, soit du niveau de preuve qui était vraiment trop bas. Ce qu'on a trouvé, c'était pas de modification des taux de naissance vivante, d'implantation, ni des taux de grossesse clinique, mais ça reste vraiment à confirmer par des études de plus grande ampleur. Et par contre, une augmentation du risque de fausse couche spontanée, mais encore une fois, attention, ça mérite d'être confirmé par des études ultérieures.
les effectifs étaient vraiment très petits. D'autres études, on sort un petit peu de la PICO, mais c'est quand même intéressant de le savoir, c'est que la consommation de cannabis pendant la grossesse par la mère a un impact significatif sur l'enfant à naître. Il y a plus de petits poids de naissance, des réductions des périmètres crâniens, des diminutions d'âge gestationnel et plus de symptômes psychiatriques chez les enfants. Ça a été étudié jusqu'à l'âge de 8-10 ans. Donc voilà, c'est intéressant d'en informer nos patientes. Enfin, considérant l'alcool, il y avait un petit peu plus d'articles. Au départ, on avait screené 210 articles sur nos bases de données et finalement retenu seulement 4 pour l'analyse, qui est donc assez peu. Plusieurs études ont étudié l'impact de l'alcool sur les chances de naissance vivante en AMP, particulièrement. Plusieurs études n'ont pas retrouvé d'impact sur la consommation d'alcool lors des techniques d'AMP, mais quand on regarde l'effet seuil, il y a un effet seuil, et sur une étude quand même d'ampleur assez intéressante avec 1200 patientes en fécondation in vitro, la consommation d'alcool supérieure à 5 verres d'alcool par semaine réduisait de manière significative les taux de grossesse et les taux de naissance vivante. Et quand on parle d'un verre d'alcool, c'est une unité d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool pur. Voici donc les recommandations que nous avons pu émettre. Donc, il est recommandé d'informer les femmes infertiles de l'impact délétère du tabagisme actif et passif sur les chances de naissance vivante. Le sevrage tabagique de la femme infertile est recommandé. Le sevrage tabagique de l'entourage d'une femme infertile est également recommandé afin d'éviter le tabagisme passif. C'est une qualité de preuve modérée, une recommandation forte. Il est recommandé d'informer les femmes infertiles consommant du cannabis des risques augmentés de fausses couches spontanées précoces et de l'impact du cannabis sur l'enfant à naître. Le sevrage cannabinique est recommandé dès la période préconceptionnelle et ce, avant toute AMP. La qualité de preuve est très basse, mais tout de même une recommandation forte. Pour l'alcool, il est recommandé aux femmes infertiles de ne pas consommer plus de 5 verres d'alcool par semaine avant d'entamer une procédure en AMP en raison des diminutions des taux de grossesse. Il est rappelé, bien sûr, qu'il est recommandé d'arrêter toute consommation d'alcool pendant toute la durée de la grossesse, une qualité de preuve basse et une recommandation forte. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il va y avoir une pause. On oublie la pause, donc je suis désolée. Donc, et peut-être probablement des commentaires sur ces recommandations. J'ai vu que des bras se lever. Non. Ah, oula, oui, des bras qui se lèvent. Bonjour. Est-ce que vous avez regardé l'impact de l'alcool chez l'homme dans les résultats Eh ben, c'est après la pause. Voilà, okay. C'est comme la ça, suite. Vous êtes obligés de revenir. Bon, eh ben, écoutez, je vous propose, donc on reprend à 4 heures avec un suspense insoutenable sur l'effet des toxiques chez l'homme. Et puis plein de choses encore, l'induction de l'ovulation en première intention et la chirurgie de la reproduction. Et nous aurons fini à 5h30 pour les trains à prendre. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux. Et voilà, c'est cool.